Nous allons entamer une série de cours sur l'expression du patrimoine génétique. Nous allons commencer aujourd'hui par une relation, par essayer de comprendre du moins la relation entre ADN et protéines. Mais ce sera seulement à travers différents mécanismes que nous allons vraiment comprendre. Là, nous allons en dire quelques mots dans ce cours-ci. Donc, relation entre ADN et protéines. Puis, dans un autre cours, nous verrons une étape que l'on appelle la transcription, qui permet de former des ARN messagers, donc qui sont en quelque sorte les messagers d'un gène particulier. Donc ce sera la première étape de l'expression d'un gène. Puis nous allons parler de maturation des ARN, notamment des ARN messagers, avant dans une quatrième étape, de parler de traduction de l'ARN messager en protéines. Et là, nous allons vraiment prendre conscience de la relation entre ADN et protéines et voir que cette relation est fondamentale. Puis nous terminerons dans une cinquième partie en essayant de comprendre la régulation de l'expression de certains gènes. Donc pour détailler un petit peu plus, avant d'aborder ce cours, donc on est dans l'expression du patrimoine génétique et ce cours-ci va concerner une première partie que l'on appelle la relation entre l'ADN et une protéine, donc entre un gène, puisque les gènes, c'est de l'ADN globalement. Donc, relation entre gène et protéine, donc on verra qu'on a un gène, une protéine, avec des mécanismes qui vont permettre d'aboutir à cette protéine. Donc, on va essayer de voir, de comprendre ce que sont les protéines. On verra que ce sont des macromolécules essentielles qui sont constituées d'un assemblage d'acides aminés dont l'ordre dépendra en fait de l'ordre des nucléotides au sein même de l'ADN, donc du gène correspondant. Et puis nous verrons que les gènes contrôlent la synthèse des protéines. Donc non seulement il y a une synthèse des protéines, mais aussi il y a un contrôle. Puis nous verrons dans un deuxième cours, dans un autre cours, la transcription, qui sera la première étape de l'expression d'un gène, avec notamment, nous verrons la nécessité qu'il faut un intermédiaire entre le gène et la protéine. Pourquoi? Parce que les gènes, donc les chromosomes en fait, qui contiennent les gènes, restent dans le noyau. Chez les eucaryotes, c'est-à-dire les organismes qui possèdent des cellules avec un vrai noyau, eh bien, le matériel génétique va rester dans le noyau et la traduction de l'ARN messager se fera dans le cytoplasme. Et c'est dans le cytoplasme que l'on va obtenir des protéines. Donc il faut un intermédiaire qui permette de conserver le gène dans le noyau, et cet intermédiaire s'appellera tout simplement un ARN messager. C'est bien pour ça qu'on l'appelle messager. Puis on verra donc le mécanisme de la transcription de l'ADN en ARN messager. Puis dans un troisième cours, nous verrons la maturation des ARN messagers. Notamment, donc, on verra que les gènes des eucaryotes sont morcelés. On verra l'importance de ce morcellement et comment un ARN messager peut finalement, après avoir été morcelé entre guillemets, permettre la traduction, faire en sorte que la traduction soit possible et qu'on obtienne vraiment une protéine. Et on verra donc que cette maturation des ARN correspond à un processus de diversification des protéines. Puis dans un quatrième cours, nous verrons que la traduction de l'ARN messager se fait en protéines grâce à un code génétique. Donc un code un petit peu spécial où on aura une correspondance entre ce que l'on appelle des codons qui seront situés dans l'ARN messager et puis un acide aminé particulier. Donc il y a un code génétique donc, qui est un système de correspondance. Et puis on verra également donc, que la traduction a lieu au niveau d'organites que l'on appelle les ribosomes. Et puis ensuite, nous passerons dans un cinquième cours à la régulation de l'expression des gènes. Donc commençons cette expression du patrimoine génétique. Commençons par essayer de comprendre quelle relation il y a entre l'ADN et la protéine avant de définir les mécanismes particuliers. Alors,
L'ADN, il contient des gènes dont la séquence de nucléotides va participer à l'expression de caractères héréditaires. Ces caractères sont directement associés à la présence de protéines qui vont jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement des cellules. Alors justement, on peut se poser le problème suivant concernant cette expression du patrimoine. Quelle est, avant d'étudier les mécanismes en détail, quelle relation existe-t-il entre l'ADN et les protéines? Parce que l'ADN, c'est dans le noyau, les protéines sont fabriquées dans le cytoplasme. ADN, bon, c'est une séquence de nucléotides. Alors, on rappelle qu'un nucléotide est constitué par... donc il y a 4 nucléotides, enfin 5 si on considère l'ARN messager, mais 4 nucléotides concernant l'ADN, que sont la thymine. Alors, la thymine n'est pas un nucléotide. La thymine est une base azotée. Si on lie la thymine avec le désoxyribose, on n'a pas encore le nucléotide. Pour avoir le nucléotide, il faut qu'il y ait une liaison aussi avec l'acide phosphorique. Donc, base azotée, désoxyribose et acide phosphorique nous donnent notre nucléotide. Bon, c'est pareil pour la thymine, qui est une base azotée. L'adénine, la guanine et la cytosine. On verra après qu'il y a l'uracile également dans l'ARN messager. Donc l'ADN, je disais, c'est une séquence de nucléotides. Quel ordre? Eh bien, c'est un ordre bien précis concernant tel ou tel gène, évidemment, sinon l'expression des gènes, s'il y avait toujours la même séquence, donnerait toujours la même protéine. Or, on a une grande diversité de protéines dans le métabolisme d'une cellule, ce qui signifie qu'il y a une grande diversité de séquences au sein des différents gènes qui participent à la fabrication, donc au métabolisme et même à la structure d'une cellule, parce qu'on rappelle que la cellule, c'est une unité vivante, structurale et fonctionnelle. Et c'est la vie de la cellule qui permet à l'organisme de vivre, de fonctionner également. Bon, donc quelle relation existe-t-il entre ADN et protéines? Quelle est l'importance des protéines? Une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. Il y a à peu près 20 acides aminés. Et si on isole les acides aminés, ils ne forment pas évidemment de protéines. Si par exemple parmi les 20 acides aminés, on en relie, donc on met pour chaque acide aminé différent une couleur différente, on pioche une dizaine de couleurs au hasard, et puis on les relie avec un fil, par exemple, on forme un collier de perles, et bien ce collier de perles, symboliquement, représenterait une protéine. Alors évidemment, un acide aminé, les 20 acides aminés, vont faire partie des protéines, mais pas n'importe comment. Il va y avoir un codage qui permettra de passer d'une séquence précise de nucléotides au sein d'un gène particulier à une séquence bien précise de nucléotides au sein d'un ARN messager. Et ensuite, il y aura un codage qui permettra donc la traduction de l'ARN messager en une séquence bien précise d'acides aminés au sein d'une protéine. Au cours du XXe siècle, les travaux des biochimistes ont révélé l'importance des rôles et de la structure des protéines. Alors, en effet, on peut avoir des protéines structurales et des protéines fonctionnelles. Un exemple de protéines fonctionnelles, c'est celui des enzymes. Les enzymes ont la capacité de transformer un substrat en un produit de manière spécifique. Si on prend par exemple de l'amidon, l'amylase salivaire, qui est une enzyme qui a une séquence d'acides aminés bien particulière et qui provient de l'expression d'un gène bien particulier, eh bien cette enzyme est capable de transformer l'amidon en glucose. Alors, ce que je dis est faux, c'est pas transformer l'amidon en glucose, mais étant donné que l'amidon c'est un polymère de glucose, eh bien,
L'amylase salivaire va hydrolyser les molécules de glucose les unes après les autres, de manière à ce que l'amidon n'existe plus, mais qu'il y ait à la place uniquement des molécules de glucose. Et ces molécules de glucose, au niveau de la muqueuse intestinale, va passer au niveau des microvillosités dans le sang. Et ensuite, ce glucose va être réparti dans les différentes cellules et servira par exemple à la production d'énergie grâce à ce que l'on appelle la respiration cellulaire. La respiration cellulaire étant une oxydation du glucose par le dioxygène. Donc, certaines de ces protéines sont des enzymes qui sont indispensables à la réalisation de toutes les réactions du métabolisme cellulaire. On rappelle que le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'une cellule et bien au-delà, au niveau de l'organisme entier. Alors, les métabolismes sont différents selon la spécialisation cellulaire. Une cellule cardiaque, par exemple, n'aura pas le même métabolisme global qu'une cellule rénale ou qu'une cellule hépatique ou qu'une cellule de peau. À chacun son rôle. Chaque cellule a son rôle. Les tissus, qui sont un ensemble de cellules qui ont la même fonction, ont un rôle particulier. Les organes et l'ensemble des organes forment un organisme entier, mais à chacun son rôle. Et donc les enzymes, en ce sens, ont une fonction très très importante, indispensable à la réaction, je disais, de toutes les réactions du métabolisme cellulaire. D'autres protéines, donc assemblage d'acides aminés qui résultent de l'expression d'un gène, d'autres vont jouer un rôle structural et ce sera par exemple le cas de la kératine, qui est une protéine, la kératine du poil par exemple des mammifères, la myosine des cellules musculaires. Et d'autres encore sont des transporteurs, comme par exemple l'hémoglobine, ou bien d'autres encore seront des hormones. Et donc on voit que l'expression des gènes est très variable et donne des protéines dont la fonction est elle-même très variable selon le gène évidemment. Une protéine, c'est un assemblage, on a dit, d'acides aminés. Alors il y a 20 acides aminés, ça ne veut pas dire que dans chaque protéine il y a les 20 acides aminés, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'acides aminés au sein d'une protéine. Alors ça peut être un nombre très faible, comme ça peut être 200, 300, 1000 ou plus acides aminés constituant une protéine. Donc je disais que la protéine c'était une macromolécule constituée d'acides aminés. 20 acides aminés seulement entrent dans la composition de toutes les protéines du vivant. Et lors de la biosynthèse d'une protéine, les acides aminés sont reliés les uns à la suite des autres dans un ordre bien précis, ce qui va constituer la séquence des acides aminés. Donc à une séquence de nucléotides d'un gène va correspondre une certaine séquence de nucléotides au niveau de l'ARN messager, dont nous détaillerons le mécanisme plus tard dans un autre cours, et à cette séquence de nucléotides dans un ARN messager va correspondre une séquence d'acides aminés au sein de la protéine. Voilà. Alors on peut s'amuser dans une activité pratique à faire à regarder quelques modèles à partir d'un logiciel, par exemple LibMol, qui est bien pratique. Bon, il n'est pas complet, mais il est bien pratique. On prend l'exemple d'une hématie que l'on observe au microscope électronique à balayage et on voit donc une espèce de disque plat biconcave, donc ça veut dire 2 fois concave. Donc les hématies ne sont pas des sphères, hein, ce sont des disques aplatis, mais qui ont une dépression, donc qui forment une espèce de dépression au centre. Donc c'est pour ça qu'on dit que les hématies sont des disques plats biconcaves. Alors les hématies, c'est quoi? Eh bien, ce sont les globules rouges, on peut dire aussi les érythrocytes. Elles ont pour rôle de transporter le dioxygène du sang. Alors en effet, lorsque l'on inspire, l'air va dans les alvéoles pulmonaires et l'air va traverser, pas l'air, mais le dioxygène de l'air, donc il y a 21% à peu près, va traverser la paroi
des alvéoles pulmonaires pour traverser la paroi des vaisseaux sanguins, donc des petits capillaires sanguins qui sont là, qui sont pauvres en dioxygène à l'arrivée près de l'alvéole et qui va repartir de l'alvéole avec une certaine richesse en dioxygène. Autrement dit, il y a le rôle de la respiration, donc de l'inspiration-expiration, surtout de l'inspiration, c'est de faire passer de l'oxygène dans le sang. Et comme je disais tout à l'heure, dans une cellule, l'oxygène est indispensable pour faire ce que l'on appelle la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'oxydation du glucose par le dioxygène. Donc, les hématies, ou globules rouges, ont pour rôle de transporter le dioxygène dans le sang, et cette fonction est réalisée par une protéine que l'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule très importante. Chaque hématie contient environ 280 millions de molécules d'hémoglobine. 280 millions pour une hématie. Voilà, donc les hématies font une grandeur de à peu près 4 à 5 micromètres. Micro, c'est 10 puissance moins 6 mètres. L'hémoglobine est une macromolécule formée par l'association de 4 globines. Alors, 4 globines, ça veut dire 4 sous-unités. L'hémoglobine, donc, n'est pas une protéine en soi, c'est un assemblage de protéines. Donc, c'est un assemblage en fait de 2 globines alpha et de 2 globines bêta. Ça forme un tétramère, entre guillemets. Donc, à l'aide d'un logiciel de visualisation moléculaire tel que l'IMMOL, on peut montrer qu'une globine est une chaîne d'acides aminés. Et on peut indiquer comment la forme de la molécule est déterminée. Bon, on a un modèle d'une chaîne de globine bêta, qui est un squelette carboné coloré par les acides aminés, enfin coloré par acides aminés. Donc dans le modèle, on peut voir également les 10 premiers acides aminés de la chaîne de la globine bêta. On peut faire un petit peu ce qu'on veut, on s'amuse avec le logiciel, et puis on comprend que, en fait, la globine, qu'elle soit bêta ou alpha, correspond à un enchaînement d'acides aminés, mais que cet enchaînement n'est pas linéaire. Donc si vous prenez un collier de perles, vous mettez un fil, vous assemblez les perles, vous avez une structure linéaire. Mais imaginons vous avez 100 perles ou 100 acides aminés, eh bien les acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Et il y a un repliement de cette structure primaire pour former une structure en 3 dimensions, une structure tertiaire. Et ces 4 sous-unités, donc 1, 2, 3, 4, vont s'assembler pour former la molécule d'hémoglobine. Bon, donc voilà, c'est un exemple d'activité pratique qui permet de comprendre que s'il n'y avait pas d'hémoglobine, eh bien, il n'y aurait pas de transporteur d'oxygène et la vie ne serait pas possible. Ensuite, on découvert de la relation un gène, une protéine. Alors, est-ce qu'on peut dire un gène, une protéine? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que, bon, c'est pas forcément... Bon, alors, si on prend les deux extrêmes, on a un gène, l'expression d'un gène va donner un ARN messager, par transcription, la traduction de l'ARN messager va donner une protéine. Alors, évidemment, si on prend les deux extrêmes, on a bien un gène correspond à une protéine. Bon, de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait faux. De nombreuses anomalies métaboliques héréditaires reposent sur des défauts dans l'enchaînement des acides aminés de certaines protéines. Dans les années 40, en travaillant sur des micro-organismes Bidol et Tatum, on démontré que différentes mutations se traduisent par des déficiences enzymatiques différentes et avancent pour la première fois l'hypothèse devenue célèbre, un gène, une enzyme. L'idée selon laquelle le gène est le plan de fabrication d'une protéine, c'est-à-dire qu'il détient l'information nécessaire à sa synthèse, était née. Alors, voilà, évidemment, si on a un enchaînement, donc une séquence de nucléotides au niveau d'un gène, ça donne, l'expression de ce gène va donner une protéine, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés. Mais s'il y a une mutation, ça veut dire, par exemple, une mutation seule dans le sens où un seul nucléotide
va être remplacé par un autre, admettons. Donc ça peut être remplacé par un autre, un nucléotide disparaît ou un autre apparaît. Bon, ça veut dire que ça peut décaler ou non la séquence de lecture. Quoi qu'il en soit, quel que soit le type de mutation, substitution, délétion ou insertion, eh bien, ça peut décaler le cadre de lecture ou faire en sorte que la lecture, la traduction de l'ARN messager qui provient de la transcription, eh bien, on peut très bien ne pas avoir le bon acide aminé au niveau de la chaîne protéique. On peut très bien avoir un autre acide aminé et ça peut très bien modifier tout à fait la fonction de la protéine. Bon, donc il faut que lorsqu'il y ait une mutation, lorsque la mutation n'a pas de conséquences en soi, en fait, il faut que ce soit une mutation dont la conséquence ne soit pas néfaste pour l'organisme. Bon. Or, lorsqu'il y a des mutations, quelquefois, ça modifie tout à fait la fonction de la protéine. Et donc, du coup, on a l'exemple, on peut prendre l'exemple de la lactase qui transforme le lactose, hein, et une mutation du gène qui est responsable de la fabrication de l'enzyme lactase, eh bien, va faire en sorte que la lactase, alors c'est un petit peu particulier le lactose parce que chez les jeunes enfants, donc jusqu'à 2 à 3 ans, la lactase est produite. Donc ça veut dire que le gène s'exprime et va faire en sorte que la lactase est là et donc le lactose va pouvoir être décomposé, donc dégradé. Le lactose, c'est un sucre en fait qui est constitué par deux molécules de sucre, enfin 2 molécules de sucre, 2 molécules de base, et donc les 2 molécules assemblées forment un dimère en fait, donc forment deux molécules qui sont assemblées entre elles, et la lactase va couper, va biocatalyser la réaction de coupure en fait, donc si bien que le substrat sera le lactose et le produit ce seront deux sucres indépendants, dont le glucose. Et donc, ce qui est étrange, c'est que à partir de 3 ans, eh bien, la fonction du gène qui est responsable de la fabrication de la lactase, eh bien, n'existe plus. Bon, pour X raisons que je ne vais pas expliquer ici. Reportez-vous à mon autre cours sur le lactose. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant et c'est très surprenant. Ben, pour ça, il faut écouter jusqu'au bout la vidéo parce que je dis des choses de la dernière partie qui sont intéressantes et qui font se poser beaucoup de questions. Bon voilà, donc pour dire qu'une mutation peut être favorable ou défavorable et que dans le cas de la lactase, après 3 ans, une certaine mutation va faire en sorte que la lactase continue à être produite toute la vie. Et donc on peut digérer le lait. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas digérer le lait. Alors attention, hein, attention à vous. Quelquefois, même au niveau de vos enfants, quelquefois il peut y avoir des intolérances. Alors, intolérance entre guillemets, pourquoi est-ce que ça pose des problèmes que le lactose ne soit pas digéré, c'est-à-dire ne subisse pas l'action de la lactase? Eh bien parce que au niveau du côlon, des bactéries, en fait, vont prendre ce lactose pour faire ce que l'on appelle une fermentation et libérer des gaz qui peuvent provoquer des ballottements, etc., des inconforts et beaucoup plus. Bon. Voilà, allez voir mon cours pour mieux comprendre. Donc voilà, donc les mutations, la conséquence des mutations, c'est qu'on peut avoir des protéines qui, soit qui conservent leur fonction, en fonction de structure ou fonction métabolique, dans le métabolisme, ou bien ces protéines ne fonctionnent plus, ou bien elles créent des désordres. Donc tout comme Biddle et Tatum ont démontré que différentes mutations se traduisent par des déficiences enzymatiques, Charles Janowski est parvenu à isoler des mutants bactériens différents pour le gène responsable de la formation de l'enzyme tryptophane synthase. 2 analyses ont été menées simultanément. La localisation d'abord des mutations sur l'ADN grâce à une carte génétique et le séquençage des acides aminés de l'enzyme pour chacun des mutants. Et en 1963, la position des mutations de l'ADN, sur l'ADN et la position des modifications correspondantes sur la séquence d'une protéine est établie pour la première fois. Donc ça veut dire, bon, on a l'ADN, on a la protéine,
et on a le gène de la tryptophane synthase et la position des différentes mutations. Puis on a la protéine et on a la séquence de la tryptophane synthase. Il s'agit d'une carte établie par Janowski, une carte simplifiée que vous pouvez vous procurer sur Internet en fait. Et on localise quelques mutations de l'ADN et la position des acides aminés, respectivement modifiés sur la protéine, donc correspondant évidemment à l'enzyme tryptophane synthase. Bon, donc là, là il a montré en fait que alors, le gène correspond à un assemblage, donc c'est un polypeptide, en fait, pas un polypeptide, mais c'est une séquence de bases azotées, enfin donc de nucléotides, et l'expression nous donne, comme on l'a dit précédemment, un enchaînement d'acides aminés. Et là, ce que le chercheur a fait, Janowski, c'est qu'il a montré que un positionnement précis de la mutation, eh bien, en conséquence, suite à la transcription et la traduction, on obtenait un acide aminé, une protéine, mais dont les acides aminés n'étaient pas les mêmes que les acides aminés d'origine, suite à une traduction normale d'un gène qui n'aurait pas été muté. Voilà, donc là, il nous montre 4, 6, donc 2, 4, 6, 8, 9 mutations. Et donc, on voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acides aminés qui ont changé. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a 9 mutations qu'il y a 9 acides aminés, attention, parce qu'on verra dans un autre cours qu'au niveau d'un ARN messager, ce sont ces 3 nucléotides, donc le décryptage, entre guillemets, grâce au code génétique de 3 nucléotides, va permettre la fixation d'un acide aminé au niveau de la protéine qui sera en cours d'élongation. Bon, donc voilà, juste découverte de la relation gène-protéine. On a parlé de Biddle et Tatum, et puis de Charles Janowski, où Biddle et Tatum avaient montré que différentes mutations se traduisent par des déficiences enzymatiques, et Janowski a bien montré qu'au niveau de la séquence de l'ADN, lorsqu'il y avait une mutation, eh bien, les acides aminés ne sont pas les mêmes. Bon, après, on peut s'amuser à essayer de comprendre des anomalies de l'hémoglobine. Alors, il existe de nombreuses anomalies de l'hémoglobine qui sont responsables de maladies comme l'hémoglobinose C ou la drépanocytose également, qui se manifestent par de l'anémie. Et dans le cas de la drépanocytose, on a des hématies anormales. Alors en fait, anormales qui prennent la forme d'une faucille. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a la forme d'une faucille. Bien, on peut s'amuser avec un logiciel. Donc on a des séquences. On a des séquences, donc on va essayer de comparer en fait les séquences de nucléotides de 3 allèles qui vont coder pour la globine bêta et des séquences d'acides aminés correspondantes. Et on va voir qu'à une mutation va correspondre une modification d'un acide aminé. Alors, à l'aide d'un logiciel, alors Anagène, c'est pas mal, ou Génigène, bon, personnellement j'aime bien Anagène. On peut comparer différents allèles du gène codant pour la globine bêta et les protéines correspondantes. Donc on peut faire, en fait, ce qui se passe, c'est il faut trouver les fichiers correspondants. Une fois que vous les avez, vous les mettez dans la banque de données, dans une banque de données, puis avec votre logiciel, eh bien vous pouvez aller chercher votre molécule. Alors si par exemple on a, correspondant à la globine bêta, on peut avoir l'allèle normal qui servira de référence. Donc on a une séquence dans l'allèle, une séquence de brins codants, c'est-à-dire qui va donner la protéine. Donc on a A, T, G, G, T, etc. Donc on a toute la séquence normale. Et puis on a un allèle que l'on va appeler allèle DREP, donc de l'hémoglobine, de la globine bêta. Alors attention, c'est pas l'hémoglobine entière, c'est juste la globine bêta parmi les 4 sous-unités. Donc juste la globine bêta, on peut aller se procurer l'allèle DREP, DREP pour drépanocytose, et on s'aperçoit que à la place d'une adénine, on a une seule mutation. Cette adénine est remplacée par une thymine. Donc on a une thymine.
Et puis dans l'allèle M, M pour hémoglobinose C, on s'aperçoit que, alors pas très loin du T, enfin du A qui a été remplacé par un T dans le cas de la drépanocytose, on a un A qui remplace un G. Bon, donc juste une case avant. Hein, donc juste le nucléotide précédent, c'est un A à la place d'un G. Dans le cas de l'hémoglobinose, et dans le cas de la drépanocytose, c'est un T qui est juste après le A. Mais alors, il n'y a pas les deux mutations en même temps. Hein, donc, c'est sur deux chaînes, deux allèles différents. Voilà, après, si on fait le traitement de l'information, traitement des allèles, et on transforme ces allèles en protéines, donc dans le logiciel, on aura la globine normale, c'est-à-dire la globine bêta normale, qui fait partie d'une... Donc, c'est une sous-unité parmi les 4. Donc, la bêta... Alors, il y a 2 bêta hein, dans la molécule d'hémoglobine, donc ce sera pareil pour les 2 bêta. Et on s'aperçoit que, alors, on a 3 nucléotides dont la traduction, alors, après, il faudra d'abord passer par la transcription, puis la traduction. Mais là, si on passe directement du gène à la protéine, bon, puisque là, on est quand même du gène à la protéine. On n'est pas dans les mécanismes encore de transcription et traduction. Donc, on bascule directement du gène à la protéine. Donc, on a l'allèle normal, et si on transforme cet allèle en protéine, entre guillemets, hein, bon, on a une globine normale. On a méthionine, valine, histidine, leucine, thréonine, proline, glutamate. Je m'arrête à glutamate. Dans la globine drépanocytaire, on a bien méthionine, valine, histidine, leucine, thréonine, proline, mais à la place du glutamate, on a une valine. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le même acide aminé, et la conséquence de la mutation, donc la mutation qui était un T à la place d'un A, eh bien, donne une protéine qui ne contient pas, à une position précise, le bon acide aminé. Et pareil pour la globine correspondant à l'hémoglobinose C, on a la lysine à la place de l'acide, enfin du glutamate. Donc là, on voit bien que si on compare les séquences de nucléotides de 3 allèles codant pour la globine bêta, donc si on compare cette séquence à la séquence des acides aminés, on voit bien que suite à la mutation, eh bien, des acides aminés ne seront pas, seront différents. Bon. Et cela a des conséquences très importantes. Lorsque l'on disait que dans le cas de la drépanocytose, par exemple, les hématies ont une forme de faucille, eh bien c'est parce que, et on le verra un petit peu plus tard, c'est parce que les hémoglobines n'ont pas une fonction normale. Ça veut dire que les 4 sous-unités, au lieu d'être éparpillés dans l'organisme, dans le globule rouge, eh bien ils vont s'assembler pour former des espèces de fibrilles qui vont donner une certaine rigidité à la cellule qui va prendre une forme de faucille. Alors évidemment c'est très grave parce que lorsque ces faucilles, entre guillemets, donc drépanocytose, ça veut dire des hématies, donc des globules rouges en forme de faucille, lorsque ces hématies vont passer dans les petits capillaires sanguins qui correspondent à peu près à la taille, au diamètre d'un cheveu, eh bien ces globules rouges qui ont juste qui peuvent passer facilement en théorie, si c'est un disque plat biconcave, eh bien là ne pourront pas passer parce que ces faucilles vont faire en sorte qu'il va y avoir un blocage des hématies et il va y avoir un blocage dans les capillaires sanguins. Donc ça va bloquer les capillaires. Alors ça peut être très grave, parce qu'imaginons ce petit capillaire, ce petit amas de globules rouges qui sont bloqués, imaginons qu'ils se détachent brusquement, ils se retrouvent dans la circulation sanguine, imaginons qu'ils se retrouvent au niveau du cerveau, ça peut provoquer éventuellement ce que l'on appelle un AVC, accident vasculaire cérébral. Bon voilà, donc on voit que si on a des anomalies
dans la biosynthèse des protéines, en fait, on peut avoir des conséquences très importantes sur la fonction des protéines structurales ou fonctionnelles. Bon voilà, donc on a essayé de comprendre la relation entre une séquence d'ADN, donc qui est une séquence de nucléotides, et puis donc séquence de nucléotides au niveau des gènes, et puis la séquence des protéines, qui sont des séquences d'acides aminés. On a montré que l'existence d'une relation entre l'ADN et la protéine est bien précise. On s'est basé sur l'exemple de la globine bêta. Et en s'appuyant sur certains documents, on a proposé une définition plus précise du gène, c'est-à-dire une définition qui établit le lien entre ADN et protéines. Alors si on devait juste, à l'issue de ce cours ce premier cours correspondant à l'expression de l'information génétique, dans ce cours précis correspondant à la relation entre ADN et protéines, comment est-ce qu'on pourrait synthétiser l'ensemble de l'explication? Bien, en disant simplement qu'il y a l'ADN et la protéine. L'ADN, c'est une molécule qui est constituée par des nucléotides, donc il y a une séquence de nucléotides, et qu'à cette séquence de nucléotides correspondra dans la protéine une séquence d'acides aminés. Et là, on a bien une relation ADN-protéine. Quelle relation existe-t-il entre ADN et protéines? Eh bien, à vous de jouer. Le cours est terminé. Merci.